La bagarre se déclenche entre la fille du pasteur Marcelo et la nouvelle femme du pasteur Marcelo. Que se passe-t-il encore? Avant de vous dévoiler ce qui se passe réellement, regardez très attentivement cette vidéo. La fille du pasteur Marcelo a toujours une mine serrée. Elle paraît constamment nerveuse envers son père et la nouvelle femme de celui-ci. Elle évite de marcher avec eux et reste toujours à l'écart. Attention, vous n'avez encore rien vu. Ce qui se passe est encore plus surprenant. Le jour du mariage, regardez attentivement son attitude. Pourtant, lorsque sa mère était encore en vie, regardez exactement à quel point elle souriait. Puis, après le départ de sa mère, observez le changement total de son expression. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo n'est ni une science-fiction, ni une histoire inventée. C'est exactement ce qui se passerait dans l'ombre et que de nombreux fans refusent de croire, emportés par leurs émotions. Quand j'ai vu cette vidéo de la fille du pasteur Marcelo, cette vidéo de la fille du pasteur Marcelo Tounassi et Maman Blanche est extrêmement triste à regarder parce que ça prouve que vraiment difficile de se dire que donc, à peine un an après le décès de ta maman, ton papa est sur le marié. Restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir, étape par étape, des éléments qui risquent de vous surprendre. À chaque seconde, de nouvelles révélations viendront éclairer cette affaire, toujours nerveuse, réservée. On remarque une colère bien contrôlée. Une vidéo de 17 secondes suffit parfois à faire basculer une réputation entière. C'est exactement ce qui vient de se produire autour du pasteur Marcelo, figure respectée de la communauté évangélique de Kinshasa, connu pour ses prêches enflammées et son influence grandissante dans les cercles d'affaires de la capitale. Sur les images qui tournent depuis quelques jours sur TikTok et sur YouTube, on voit le pasteur Marcelo Tounassi marcher aux côtés de sa nouvelle épouse, son épouse souriante, élégante, visiblement à l'aise devant les caméras. Mais à quelques mètres derrière eux, presque comme si elle refusait d'appartenir à la même scène, une adolescente avance seule, tête baissée, les bras croisés, le regard fixé au sol. C'est elle, 17 ans, la fille aînée du pasteur, née de son premier mariage avec la défunte, disparue il y a un peu plus de 2 ans dans des circonstances qui, déjà à l'époque, avaient suscité leur lot de rumeurs et de silences gênés. Ce qui frappe dans cette vidéo, ce n'est pas seulement la distance physique, c'est la distance qu'on devine, celle qu'aucune parole ne vient combler, pendant que son épouse tend la main vers sa fille, dans un geste qui se veut naturel, presque maternel. La jeune fille accélère le pas, comme pour éviter le contact. Une internaute a commenté sous la vidéo: on dirait qu'elle porte un deuil que personne autour d'elle ne veut voir. Le commentaire a été partagé des milliers de fois. Depuis, les analyses fleurissent. Enfin, certains y voient la preuve d'un mal-être profond, d'autres une simple pudeur adolescente face aux caméras. Mais une question domine toutes les discussions. Que s'est-il passé pour que la relation entre le pasteur Marcelo Tounassi et sa fille en arrive à ce point de froideur silencieuse, visible même dans une vidéo de quelques secondes? Pour comprendre cette distance, il faut remonter 2 ans en arrière, au moment où la défunte, la mère de sa fille, s'est éteinte. Officiellement, une maladie foudroyante, diagnostiquée tardivement, aurait emporté la femme du pasteur Marcelo Tounassi en quelques semaines à peine, mais dans les milieux proches de la famille, on chuchote que sa fille n'a jamais vraiment eu le temps de faire son deuil. Adolescente à l'époque, elle aurait été tenue à l'écart des derniers jours de sa mère, envoyée chez une tante pendant que les adultes réglaient les choses. Selon les mots du... Quand j'ai vu cette vidéo de la fille du pasteur Marcelo, qui a pleuré, bien en train de pleurer, lors du mariage, parce que sa mère a été remplacée à moins d'1 année. J'ai eu mal, j'ai vraiment eu mal, mais au Congo on peut plus rien dire, parce que bon, les moutons vont encore venir dire que non, elle n'a pas pleuré, elle pleurait pour la gloire de Dieu, ce sont les pleurs de la joie divine, parce que vous n'avez pas le droit de... Beaucoup faut pas frapper à chaque année. Vous êtes devenus de... Je sais pas. Pour les chrétiens, tu peux insulter Jésus, c'est normal. Mais tu n'insultes pas leur pasteur. Mais tu parles pas de leur pasteur. Tu parles. Je dis, aucune femme sur cette terre ne peut aimer un enfant que celle qui l'a porté dans son sein. Ça n'existe pas. Si au moins c'est une orpheline, mais tu as ramassé dans la rue, mais c'est encore mieux. Mais une femme qui est telle qu'elle est venue épouser un homme, et cet homme a gardé ses enfants. Maintenant, il vient, les enfants disent non, voici tes enfants. On dit famille recomposée. Elle ne peut jamais les aimer. C'est comme si c'est ses propres enfants qu'elle a conçus elle-même. Voilà pourquoi il est préférable après une séparation, un divorce, qu'un enfant reste avec sa mère. Voici le cas de l'artiste. Excel, le chante. Il a disparu des réseaux. On ne le voyait plus. Que ce soit à la télé ou on n'entendait plus. Le monsieur traversait une période très difficile. Pendant qu'on nous disait Excel, qu'on écoute ses chansons, on rêve même de le voir un jour, de le toucher un jour. Quand il rentre à la maison, je lui disais toujours humilié.
C'est-à-dire que c'est les enfants qui toi, tu ne sais rien. Toi, tu n'es pas beau. Toi, tu es voué à l'échec. Ta maman était peuplée. C'est-à-dire que toutes ces paroles-là restent dans la tête de l'enfant. Il grandit avec ça. Avec une complète infériorité qui ne dit pas son nom. Et heureusement pour lui, il va tomber sur une bonne femme. Parce que dans tout son témoignage qu'il a fait dans Écho de e-vidéo, à aucun moment il n'a parlé en mal de sa femme. Sa femme est restée à ses côtés jusqu'à aujourd'hui. Il a réussi, il va aller dans son village. Mon propre cousin l'a empoisonné. Dieu merci, il n'a pas de gars. Il s'est soigné qu'ils l'ont vu. Après, ils ont bien son fils dans ses bras. Bon, il y a trop de choses. Vous savez, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il réussit ça. On dit, mais il a réussi. Il a des mecs, il a des nouveaux amis. Il a réussi. Il vient plus vers le gâteau. Il a dit, ah, il y a mes amis ici. Attendez pas les oublier qu'il va venir. Vous allez l'empoisonner. Vous allez le diable. C'est mieux, il va marcher dans une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'ils sont au sommet là-bas. Personne n'en vit son camarade. Chacun a sa petite situation sociale. Ça fait mal. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il est resté en vie. Quelqu'un d'autre à sa place, avec toute cette douleur, toute cette souffrance qu'il a accumulée. Quelqu'un d'autre à sa place. Ce serait déjà bien. On est tombé sur une nouvelle vidéo, une vidéo de la fille de Mont Blanche qui était en train de pleurer, qui était en larmes lors du mariage de Marcelo. Lorsqu'il était en train de se marier avec sa nouvelle femme là, Esther, lors de la cérémonie de mariage, on a vu la fille là, la fille de Mont Blanche et de Marcelo qui était en train de pleurer. Cette fille là, regardez les yeux. À quel point vous allez continuer à dire que le monsieur là, il a bien fait de se marier aussi tôt. Vous voyez même tout le remue-ménage qu'il y a sur cette histoire là. Vous-même vous voyez, les enfants n'ont pas encore tourné la page. Les enfants sont encore dans la douleur. La fille, là, regardez comment elle a pleuré. Regardez comment elle s'est effondrée lorsque il y a eu l'entrée de Esther. Lorsqu'il y a eu l'entrée de la nouvelle femme, là, comment la petite s'est effondrée. Ça prouve que le chagrin est encore dans son cœur. Les gars, vous-même, ayez un peu d'émotion, ayez un peu de sentiment pour les enfants. Mettez-vous à leur place. Un tant soit peu, les gars. Ancienne employée de la famille qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat, cette petite n'a même pas pu dire au revoir à sa maman comme il fallait. On lui a dit qu'elle était partie se reposer. Elle a appris la vérité en même temps que tout le monde au moment de l'enterrement, raconte cette source. Ce détail en apparence anodin prend une toute autre dimension quand on le met en perspective avec ce que vivent aujourd'hui de nombreux psychologues spécialisés dans le deuil chez les adolescents. Une thérapeute familiale interrogée pour ce sujet explique que priver un enfant du temps nécessaire pour comprendre et accompagner la mort d'un parent peut créer une blessure qui ne se referme jamais complètement et qui ressurgit brutalement dès qu'un événement vient réactiver la mémoire de l'absence. Le remariage du père, quel que soit le moment où il intervient, agit souvent comme ce déclencheur. Ce n'est pas la nouvelle épouse en elle-même que l'enfant rejette la plupart du temps, précise la spécialiste, c'est ce que cette nouvelle présence symbolise, la confirmation que la vie continue sans la personne disparue et parfois le sentiment que cette continuité efface la mémoire du parent perdu. Un an après le décès de la défunte, la nouvelle du remariage du pasteur Marcelo Tounassi avec son épouse tombe. La cérémonie filmée est largement relayée et présentée comme un moment de joie, de renouveau, de bénédiction, retrouvé sur les images de l'époque. Déjà, des observateurs attentifs remarquent l'absence quasi totale de sourire chez sa fille, alors âgée de 15 ans. Elle est présente comme l'exige son rôle de fille aînée, mais elle semble ailleurs. Un carrousel de photos publié par une page consacrée à l'actualité religieuse congolaise montre la jeune fille debout, immobile pendant que les invités dansent autour du couple. Une légende accompagnant l'une de ces photos, à l'époque, posait déjà la question « Pourquoi sa fille ne sourit-elle jamais sur les photos de son père ?» Ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi ce remariage reste flou, volontairement flou selon certains proches de la famille. Ce qui est certain, c'est que sa fille, autrefois décrite comme une élève brillante, sociable, très active dans les activités de l'église, s'est progressivement retirée. Ses camarades de classe rapportent qu'elle a cessé de participer au groupe de louanges dont elle était pourtant l'une des voix les plus appréciées. Une amie proche, jointe pour ce reportage, confie, elle ne parlait presque plus de sa nouvelle maison. Quand on lui posait des questions sur sa belle-mère, elle changeait de sujet ou disait juste ça va, d'un ton qui montrait clairement que ça n'allait pas. Dans l'entourage du pasteur Marcelo Tounassi, on préfère minimiser. Un responsable de la communication de l'église, sollicité pour un commentaire, affirme que la famille traverse une période d'adaptation tout à fait normale et que toute tentative de dramatiser une simple photo relève de la manipulation. Mais cette version peine à convaincre une partie du public qui souligne que ce n'est pas la première fois que des tensions filtrent depuis l'intérieur du foyer. Plusieurs témoignages recueillis séparément évoquent une atmosphère de plus en plus tendue à la maison, avec des repas silencieux, des portes qui claquent, d'imotes et une adolescente qui passerait désormais le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre, casque sur les oreilles, loin du reste de la famille recomposée. Le cas de sa fille n'est malheureusement pas isolé. Partout où des figures publiques se remarient après un deuil,
les enfants du premier mariage se retrouvent exposés, malgré eux, au regard et au jugement d'un public qui n'a souvent qu'une vision fragmentaire de leur réalité. Ce qui rend cette histoire particulièrement sensible, c'est justement l'exposition médiatique extrême à laquelle sa fille est soumise depuis plusieurs années en tant que fille d'un pasteur influent, scrutée dans chacun de ses gestes, chacune de ses expressions, chacune de ses absences de sourire. Une pression que peu d'adultes supporteraient et que l'on demande pourtant à une adolescente d'endurer en silence sans jamais lui donner explicitement la parole. Alors que les images continuent de circuler, une nouvelle vidéo refait surface. Plus ancienne celle-ci, datant d'environ 8 mois. On y voit sa fille lors d'un culte dominical, assise au premier rang, comme l'exige son statut de fille du pasteur. La caméra, qui filme habituellement la scène pour la diffusion en direct sur les réseaux de l'église, s'attarde un instant sur son visage pendant que son père prêche sur le thème du pardon et de la reconstruction familiale. L'expression de la jeune fille, figée, presque absente, tranche violemment avec l'enthousiasme du reste de l'assemblée. Une utilisatrice de TikTok a repris cet extrait en le sous-titrant « Elle est là, mais elle n'est pas là ». Et la phrase a été reprise des centaines de fois, devenant une sorte de résumé collectif de ce que beaucoup ressentent en observant sa fille depuis plusieurs mois. Cette expression « être là sans être là » résonne particulièrement chez les professionnels qui travaillent sur les mécanismes de dissociation liés au deuil non résolu. Loin de toute exagération, plusieurs études en psychologie de l'adolescence montrent que les enfants confrontés à une perte majeure, puis rapidement plongés dans une nouvelle configuration familiale sans avoir eu l'espace pour exprimer leur douleur, développent souvent des mécanismes de retrait. Ils continuent de fonctionner en apparence, ils vont à l'école, ils assistent aux événements familiaux, mais une partie d'eux reste comme suspendue, incapable de s'investir pleinement dans le présent. Ce n'est ni de la mauvaise volonté, ni de la froideur gratuite, c'est une façon souvent inconsciente de se protéger d'une souffrance jugée trop importante pour être affrontée directement. Dans le cas de sa fille, plusieurs éléments semblent converger vers ce schéma. D'abord, l'absence de rituel de deuil véritablement partagé avec elle au moment du décès de sa mère. Ensuite, la rapidité perçue du remariage de son père, à peine 1 an après la disparition de la défunte, un délai que plusieurs témoins de l'entourage familial ont eux-mêmes jugé trop court pour permettre à une adolescente de faire la paix avec la mémoire de sa mère avant de devoir composer avec une nouvelle figure maternelle. Enfin, la pression constante de l'exposition publique qui ne laisse à sa fille aucun espace privé pour vivre ses émotions loin des caméras et des commentaires. Une cousine de sa fille, jointe par téléphone, a accepté de partager quelques souvenirs à condition de rester anonyme par crainte des retombées sur la famille. Je me souviens du jour de l'enterrement de Tata. Sa fille n'a pas pleuré devant tout le monde. Elle est restée debout, très droite, comme on lui avait appris à se tenir en public. Mais le soir, dans sa chambre, je l'ai entendue à travers la porte. Elle appelait sa maman. Elle répétait juste « Maman, reviens encore et encore ». Ce témoignage, difficile à vérifier de manière indépendante mais cohérent avec plusieurs autres récits recueillis dans l'entourage proche, dessine le portrait d'une enfant qui a dû très tôt apprendre à séparer ce qu'elle montre en public de ce qu'elle vit réellement à l'intérieur. Le remariage de son père avec son épouse, loin d'apaiser cette blessure, semble au contraire l'avoir ravivée à intervalles réguliers, à chaque apparition publique du nouveau couple, à chaque photo de famille où sa fille doit sourire pour l'objectif, alors que, selon plusieurs sources, elle continuerait en privé à demander pourquoi son père a oublié maman aussi vite. Une phrase qui, si elle est avérée, en dit long sur la perception qu'a la jeune fille de la situation, indépendamment de ce que ressent réellement son père, dont on ignore tout du vécu intérieur face à cette période douloureuse de sa propre vie, car il serait injuste de réduire cette histoire à un simple récit à charge contre le pasteur Marcelo Tunasi, perdre son épouse, devoir continuer à diriger une communauté de plusieurs milliers de fidèles, élever seule une adolescente en plein deuil tout en gérant ses propres émotions face à la disparition d'une femme avec qui il avait construit sa vie. La situation est éminemment complexe et aucun élément ne permet aujourd'hui d'affirmer que le pasteur Marcelo Tunasi aurait délibérément négligé la souffrance de sa fille. Ce que montrent les images, en revanche, c'est l'écart réel et visible entre l'image publique d'une famille recomposée harmonieuse et la réalité plus discrète d'une adolescente qui semble porter seule un chagrin que personne, ni son père, ni sa belle-mère, ni l'entourage de l'église ne parvient à nommer ouvertement. Son épouse, de son côté, n'a jamais publiquement évoqué sa relation avec sa belle-fille. Dans les rares interviews qu'elle a accordées depuis son mariage, elle se contente de formules générales sur la joie de construire une nouvelle famille dans la foi.
Mais un témoignage recueilli auprès d'une employée de maison qui a travaillé plusieurs mois au domicile du couple avant de démissionner pour des raisons personnelles apporte un éclairage différent. Son épouse essaie, je peux le dire. Elle a essayé plusieurs fois de se rapprocher de sa fille, de lui proposer de faire des choses ensemble, de cuisiner, de sortir, mais sa fille refuse presque toujours. Ce n'est pas de la méchanceté de sa part, on le sent bien. C'est comme si elle avait peur que se rapprocher de sa belle-mère soit une façon de trahir sa maman. Cette peur de la trahison, bien identifiée dans la littérature sur les familles recomposées, explique en grande partie pourquoi tant d'enfants ayant perdu un parent peinent à accepter une figure de substitution, même lorsque celle-ci fait preuve de bonne volonté. Accepter l'affection d'une belle-mère peut, dans l'esprit d'un enfant en deuil, être vécu inconsciemment comme un abandon du parent disparu, une sorte de trahison silencieuse qu'il refuse de commettre même au prix de son propre isolement. C'est peut-être cette dynamique plus que toute autre explication qui permet de comprendre la distance que l'on observe aujourd'hui sur les vidéos qui font le tour des réseaux sociaux, cette image d'une adolescente qui marche seule, à quelques mètres de son père et de sa nouvelle épouse, comme figée entre deux mondes qu'elle ne parvient pas à réconcilier. Depuis la publication de ces images, l'entourage du pasteur Marcelo semble pris de court par l'ampleur de la réaction en ligne. Ce qui aurait pu passer dans un autre contexte pour une simple séquence de vie de famille s'est transformé en objet d'analyse collective, disséqué image par image par des milliers d'internautes qui y projettent leurs propres théories, leurs propres blessures, parfois leurs propres histoires familiales. Sur certains forums consacrés à l'actualité religieuse congolaise, des utilisateurs affirment reconnaître dans l'attitude de sa fille exactement ce qu'ils ont eux-mêmes vécu enfant après la perte d'un parent et le remariage rapide de celui qui restait. On dirait, moi, à 14 ans, écrit l'un d'eux, on me trouvait difficile, on disait que je faisais des caprices, alors que je faisais juste mon deuil à ma façon, sans que personne ne me demande comment j'allais vraiment. Cette identification massive du public à la situation de sa fille explique en grande partie pourquoi cette histoire, qui aurait pu rester anecdotique, a pris une telle ampleur. Elle touche à quelque chose de profondément universel, la difficulté de faire coexister le souvenir d'un parent disparu avec l'arrivée d'une nouvelle figure dans le foyer familial. Un sujet que la société congolaise, comme beaucoup d'autres, aborde rarement de façon directe, préférant souvent le silence, la pudeur ou l'injonction implicite à tourner la page le plus rapidement possible sans toujours mesurer le temps dont chaque enfant a besoin pour digérer un tel bouleversement. Plusieurs psychologues congolais, sollicités dans le sillage de cette affaire pour éclairer le débat public, insistent sur un point essentiel. Il n'existe pas de calendrier universel pour le deuil et encore moins pour l'acceptation d'un remariage parental. Certains enfants s'adaptent en quelques mois, d'autres ont besoin de plusieurs années et certains ne parviennent jamais totalement à établir une relation de confiance avec la nouvelle épouse ou le nouvel époux de leurs parents sans que cela relève nécessairement d'un problème psychologique grave. Ce qui compte, explique l'un de ces spécialistes lors d'une intervention radiophonique consacrée au sujet, ce n'est pas de forcer la proximité, c'est de laisser à l'enfant l'espace pour exprimer ce qu'il ressent, sans jugement, sans pression et sans lui faire porter la responsabilité du bonheur retrouvé de son parent. Or, c'est précisément ce que plusieurs témoins pointent du doigt dans l'environnement de sa fille, une pression implicite presque permanente à afficher une unité familiale sans faille devant les caméras, alors même que la réalité intérieure semble bien plus complexe. Un jeune homme qui a fréquenté la même école privée que sa fille pendant plusieurs années raconte, elle n'a jamais dit ouvertement qu'elle n'allait pas bien, mais on voyait bien qu'à chaque grand événement de l'église où elle devait apparaître avec son père et sa belle-mère, elle devenait plus renfermée les jours suivants. Une fois, elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être l'accessoire qui manque sur la photo, comme si sa présence n'existait que pour compléter l'image de la famille parfaite. Cette phrase rapportée par ce témoin a depuis été reprise et commentée abondamment, tant elle semble résumer avec une justesse troublante ce que beaucoup perçoivent dans les vidéos de sa fille. Une adolescente présente physiquement, mais absente de l'histoire que l'on raconte autour d'elle. Une histoire qui, dans sa version officielle, célèbre le renouveau, la foi qui permet de se relever après l'épreuve, l'amour qui triomphe du deuil. Une histoire dans laquelle, pourtant, la principale intéressée, celle qui a perdu sa mère, semble n'avoir jamais eu véritablement voix au chapitre. Face à la pression grandissante de l'opinion publique, l'entourage du pasteur Marcelo a fini par publier un communiqué prudent, mesuré, évitant soigneusement d'entrer dans le détail des relations familiales. Le texte évoque une période d'ajustement naturel pour toute famille reconstruite
après une épreuve, tout en appelant au respect de l'intimité des enfants qui n'ont pas choisi d'être exposés publiquement. Une formule qui n'a pas manqué de faire réagir, certains internautes soulignant l'ironie d'un tel appel au respect de l'intimité venant d'un cercle familial qui expose lui-même régulièrement chaque étape de sa vie sur les réseaux sociaux de l'église, y compris les moments les plus intimes comme le remariage du pasteur Marcelo lui-même. D'autres voix plus mesurées appellent au contraire à la prudence et à la bienveillance envers l'ensemble des personnes concernées, à commencer par sa fille elle-même qui n'a jamais demandé à devenir le sujet d'un débat national. Une association locale de soutien psychologique aux adolescents a publié un message rappelant que derrière chaque vidéo virale se trouve un être humain réel, en l'occurrence une jeune fille de 17 ans qui traverse une épreuve difficile et qui mérite d'être protégée du jugement public plutôt qu'exposée comme un sujet de spéculation. Ce message largement partagé a temporairement apaisé une partie des commentaires les plus intrusifs sans pour autant faire retomber l'intérêt général pour cette affaire. Car au-delà de la situation particulière de sa fille, c'est toute une réflexion collective qui semble s'être ouverte sur la place des enfants dans les familles de figures publiques, sur la responsabilité des parents exposés médiatiquement quant à la protection de l'intimité de leurs enfants, et plus largement sur la manière dont la société congolaise aborde, ou plutôt évite d'aborder, les questions liées au deuil, au remariage et à la reconstruction familiale. Un sujet qui dépasse largement le cas d'une seule famille, aussi connue soit-elle, et qui résonne visiblement chez un très grand nombre de personnes ayant vécu de près ou de loin une situation similaire. Alors que le débat continue d'enfler en ligne, une troisième vidéo plus courte encore que les précédentes vient ajouter une nouvelle couche à cette histoire déjà dense en émotions. On y voit sa fille filmée de loin, semble-t-il à son insu, assise seule sur les marches extérieures de la grande maison familiale pendant qu'à l'intérieur se déroule visiblement une petite réception organisée pour l'anniversaire de son épouse. La musique et les rires filtrant depuis les fenêtres éclairées, tandis que la jeune fille reste dehors, le regard tourné vers le ciel, immobile pendant de longues secondes avant que la vidéo ne s'arrête. Aucune parole n'est prononcée, aucun texte n'accompagne les images, et pourtant, cette absence totale de mise en scène est précisément ce qui a le plus bouleversé les internautes, qui y voient plus que dans n'importe quelle autre séquence, la preuve d'une solitude réelle, loin de toute exagération ou de tout montage. Cette vidéo, dont l'origine reste incertaine, a été supprimée puis republiée à de multiples reprises sur différentes plateformes, chaque republication relançant une vague de commentaires empathiques envers sa fille. Beaucoup y voient un symbole puissant, celui d'une adolescente littéralement laissée à l'extérieur d'une célébration familiale qui n'est pas la sienne, comme si son deuil encore présent ne trouvait sa place nulle part dans le nouveau bonheur affiché de la maison. Une professeure de littérature connue pour ses analyses culturelles sur les réseaux sociaux congolais a publié un long texte comparant cette image à celle universelle de l'enfant à la fenêtre, témoin silencieux d'une vie familiale qui continue sans lui, ou en tout cas sans la partie de lui qui reste attachée aux parents disparus. Ce qui frappe également dans les réactions à cette dernière vidéo, c'est le glissement progressif du ton des commentaires, là où les premières images avaient suscité surtout de la curiosité, voire une certaine forme de voyeurisme. Cette nouvelle séquence semble avoir déclenché un mouvement de compassion beaucoup plus marqué. De nombreux internautes appellent désormais directement le pasteur Marcelo et sa nouvelle épouse à voir leur fille, à l'écouter vraiment, plutôt qu'à continuer d'afficher une unité familiale de façade. Certains vont jusqu'à suggérer avec une certaine prudence qu'un accompagnement psychologique professionnel pourrait être bénéfique pour sa fille, non pas parce qu'elle traverserait quelque chose d'anormal, mais précisément parce que ce qu'elle vit, bien que compréhensible, mérite d'être soutenu par un professionnel plutôt que d'être laissé à la seule bonne volonté d'un entourage débordé par ses propres obligations. De son côté, une source proche de la famille, contactée après la diffusion de cette troisième vidéo, affirme que les choses ne sont pas aussi sombre que ce que les internautes imaginent et que sa fille traverse simplement une période difficile comme n'importe quelle adolescente qui a perdu sa mère trop tôt. Cette même source ajoute que le pasteur n'est pas insensible à la situation et qu'il aurait, selon elle, essayé à plusieurs reprises de parler avec sa fille, sans toutefois donner de détails précis sur la nature de ces échanges ni sur leur issue. Une déclaration qui, si elle se veut rassurante, laisse tout de même en suspens la question centrale
centrale que tout le monde continue de se poser. Pourquoi cette distance, visible sur 3 vidéos différentes, prises à des moments différents, semble-t-elle si constante si elle n'est vraiment qu'une phase passagère? Il est important à ce stade du récit de rappeler une évidence trop souvent oubliée dans ce genre d'affaires virales. Sa fille n'a jamais choisi d'être filmée, ni de voir son visage, ses silences et sa tristesse supposée analysée par des milliers d'inconnus, quelle que soit la réalité de ce qu'elle vit intérieurement. Elle demeure une mineure, prise malgré elle dans un tourbillon médiatique qui dépasse largement son âge et sa capacité à s'en défendre. C'est peut-être là la véritable leçon de cette histoire, au-delà des spéculations, des analyses psychologiques et des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Il y a une adolescente réelle, en plein deuil, en pleine reconstruction, qui mériterait avant tout qu'on lui laisse le temps et l'espace nécessaires pour trouver, à son rythme, sa propre place dans cette nouvelle famille. Reste une question que ni les vidéos, ni les témoignages, ni les communiqués officiels ne permettent pour l'instant de trancher avec certitude. Cette distance que l'on observe entre sa fille et le reste de sa famille recomposée, est-elle le signe d'une blessure encore ouverte ou simplement une étape difficile mais temporaire dans le long chemin de la reconstruction après un deuil? La suite des événements et notamment la manière dont l'entourage du pasteur choisira ou non de communiquer davantage sur la situation de sa fille permettra peut-être d'y voir plus clair. En attendant, sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes continuent de suivre minute par minute chaque nouvelle image, chaque nouveau silence, chaque nouveau geste de cette adolescente devenue, malgré elle, le symbole d'une question bien plus large que sa seule histoire personnelle, celle du temps qu'il faut à un cœur d'enfant pour accepter qu'une vie continue, même après la perte d'une mère. Quelques jours après la diffusion massive de ces 3 vidéos, un nouvel élément vient relancer l'attention du public. Une ancienne camarade de classe de sa fille, aujourd'hui étudiante à l'étranger, publie un témoignage écrit long et détaillé sur son compte personnel avant de le supprimer quelques heures plus tard, non sans que plusieurs internautes aient eu le temps d'en faire des captures d'écran qui circulent depuis. Dans ce texte, la jeune femme raconte avoir gardé contact avec sa fille pendant plusieurs mois après le remariage du pasteur Marcelo, avant que les échanges ne s'espacent progressivement, puis cessent presque totalement au cours de la dernière année. Elle me disait que tout allait bien, écrit-elle, mais je sentais que ce n'était pas vrai. Un jour, elle m'a envoyé un message très court qui disait juste « J'aimerais que quelqu'un me demande comment je vais, pour de vrai, pas pour la photo. Je n'ai jamais su quoi lui répondre sur le moment, et depuis, elle ne répond presque plus à mes messages. » Ce témoignage, bien qu'impossible à vérifier de manière indépendante, a été perçu par de nombreux internautes comme la confirmation la plus directe à ce jour du mal-être ressenti par sa fille derrière les images publiques d'une famille en apparence reconstruite. La phrase « pour de vrai, pas pour la photo » est rapidement devenue une sorte de résumé emblématique de toute cette affaire, reprise dans des dizaines de commentaires, de légendes de vidéos et même dans plusieurs analyses publiées par des créateurs de contenu spécialisés dans l'actualité congolaise. Elle cristallise à elle seule ce que beaucoup reprochent implicitement à l'entourage du pasteur Marcelo. Avoir construit, autour de la reconstruction familiale, une image soignée, presque parfaite, sans toujours prendre le temps de s'assurer que la réalité vécue par chacun, et en particulier par l'enfant la plus fragilisée par les événements, correspondait à cette image.